Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cécile Autogali-Mazzacavallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de la Fête des Sciences 2023. Alors, la Fête des Sciences se déroule du 6 au 16 octobre cette année, avec pour thème sport et sciences, ce qui est justement votre spécialité. C'est quoi l'enjeu de cette fête du sport ? Comme toutes les fêtes de la science, c'est un moment de diffusion, de vulgarisation, en fait de diffusion au grand public de toutes les réflexions scientifiques qui peuvent être menées autour de cet objet que sont les pratiques sportives. En fait, montrer que le sport est comme le monde du travail, le monde du cinéma ou des arts, un fait social et qui se questionne et à travers lequel il y a des enjeux politiques, économiques, biologiques. Et donc voilà, fait de science avec une belle fête qui se prépare. On disait, c'est justement votre spécialité. Vous êtes maître de conférence en histoire, mais à la faculté de sport de Lyon 1. Exactement. Les sciences sociales au sein d'une fac de sciences et de sport, c'est récent ? Alors, dans la construction des UFR STAPS, les unités de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ont toujours eu leur place, les sciences sociales et humaines. Enfin, toujours, depuis les années 70, parce qu'effectivement, si on remonte encore plus loin, mais attention, c'est à l'historienne que vous parlez, donc je peux remonter très loin. Au départ, c'était très organisé par les sciences du vivant, et notamment une influence forte de la médecine. Et puis, dans les années 60-70, ont commencé à arriver les sciences sociales et humaines, qui se développent aussi dans cette même temporalité. Et aujourd'hui, on a un laboratoire de recherche, donc le LVIS, Laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, qui est rattaché à cette UFR STAPS et qui travaille effectivement sur les sciences humaines et sociales avec une analyse du rôle des pratiques sportives sur la construction ou au contraire la réduction des vulnérabilités et puis toute une réflexion sur les dispositifs d'innovation sociale ou d'innovation technique qui permettent de réduire ces vulnérabilités. Et vous avez créé un master qui est unique en France, mais même largement au-delà, dédié justement à la question de l'égalité dans les activités physique et sportive. Il y a du chemin à faire dans ce domaine. Oui, exactement. Le master en études de genre, parcours sport, donc master égal APS, activité physique et sportive. C'est un master, oui, qui est unique en Europe et qui est absolument indispensable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, il y a, je crois, une bonne volonté tant sociale que politique autour des questions d'égalité. Mais malheureusement, il n'y avait pas de diplôme. C'est-à-dire que c'est une débouché professionnel qui ne faisait pas l'objet de qualification, de diplôme. Et donc en 2016, on a décidé à l'UFR STAPS de Lyon de créer effectivement cette formation de façon à préparer des futurs chargés de mission autour des questions d'égalité et d'inclusion dans les fédérations, de permettre à des enseignants d'EPS de monter en compétences, de permettre à des collectivités territoriales aussi d'accueillir dans leur service des sports des personnes spécialisées autour des questions d'égalité et d'inclusion. C'est important, oui, aujourd'hui. Parmi les travaux que vous avez pu mener, il y avait un gros travail de recherche autour de la Coupe du Monde féminine en 2019. Vous avez travaillé pour voir quel héritage finalement laissait cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle a fait progresser la pratique sportive féminine ? Exactement. Donc, le comité d'organisation de la Coupe du Monde avait décidé d'investir pas mal d'argent sur la mesure de cet impact et héritage. Et le LVIS a coordonné une étude autour justement d'égalité. Il y avait 3 grands registres dans notre étude. D'abord, quel était l'impact de cette Coupe du Monde sur les représentations de la population à l'égard du sport pratiqué par des femmes, et plus particulièrement du foot. Quelles étaient les actions engagées par les clubs des différentes villes hôtes. Et puis, 3e axe qui portait sur les politiques publiques. Qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qui restait du côté des politiques publiques. Et alors, les effets sont dissipés ou Alors, sur le plan des représentations, il y avait un impact certain. Effectivement, à 6 mois, 1 an, il y avait un impact, mais l'héritage n'a pas duré. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que c'est la répétition des événements qui potentiellement pourrait générer un héritage, c'est-à-dire quelque chose qui resterait dans le long terme.
Mais à court terme, un seul événement ne suffit pas en soi pour modifier les représentations. C'est un travail de longue haleine, et notamment un travail d'éducation de longue haleine qu'il faut faire sur les représentations. À l'échelle des clubs, et je vais fusionner avec les politiques publiques, on s'était rendu compte en 2019 et après la Coupe du Monde que finalement, très peu de structures, que ce soit des villes hôtes ou des clubs, avaient des politiques formelles, des objectifs formels en matière de développement du sport pour les femmes. Très peu de structures avaient des budgets spécifiques en matière de développement pour les femmes, etc., etc. Donc il y avait un déficit en fait, non seulement de données, mais de moyens investis sur le développement de ce sport. Et là, effectivement, depuis 3-4 ans, maintenant qui ont passé depuis cette Coupe du Monde, on voit certaines villes hôtes qui, effectivement, ont engagé des dispositifs. D'abord, se fixer des objectifs concrets, mettre en place des mesures d'audit, d'évaluation et de la répartition des moyens, et puis mettre en place des politiques, par exemple, dégâts conditionnalité, c'est-à-dire où on va contraindre, à un moment donné, les associations sportives de mettre en place des choses si elles veulent toucher de la subvention publique. Une forme d'obligation d'objectif, d'accord, mais aussi d'obligation de résultats en matière d'égalité. Les budgets genrés mis en place par la ville de Lyon. Par exemple, la ville de Lyon, effectivement, a commencé à engager ça. Alors, aujourd'hui, la ville de Lyon le fait sur la question notamment des formations en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais il pourrait y avoir plein d'autres registres investis. La question de la parité, par exemple, dans les instances dirigeantes des structures sportives. On a quand même une loi, depuis mars 2022, qui va rendre obligatoire la parité dans tous les conseils d'administration des fédérations pour 2024. D'accord ? Et pour 2028... On est très loin de la parité aujourd'hui. Alors, c'est autour de 30% de... On ne va pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu 2 lois importantes. Celle de 2014, du 4 août 2014, qui avait déjà mis en place des contraintes qui ont permis de faire progresser. Et 2024, on y arrive. On n'est pas si loin que ça. À l'échelle des fédérations, on n'est pas si loin de ça. On est autour de 40% de femmes. Par contre, à l'échelle des ligues et des comités, donc dans les structures décentralisées, là, on est à moins de 20% de femmes. Donc, ça fait une moyenne à 30, mais c'est pas encore, on n'y est pas. Et cet objectif de parité dans les ligues et dans les comités, c'est pour 2028. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses à mettre en place sur la question, effectivement, de ces équilibres. Mais attention, l'équilibre numérique, c'est qu'une partie de la donnée. On va le voir notamment avec les Jeux Olympiques. Il faut aussi travailler à l'équilibre des fonctions, de l'accès au pouvoir. Parce que si on a des femmes dans des instances dirigeantes, mais qui sont toutes secrétaires ou trésorières, et jamais vice-présidentes ou présidentes, comme c'est le cas dans les fédérations olympiques, on n'accède pas au pouvoir. On accède à un simulacre d'égalité. La difficulté, c'est notamment l'encadrement technique. Là-dessus, il n'y a que 10% de femmes qui... sont en situation d'encadrement d'une équipe Exactement. nationale. Un autre espace d'inégalité forte, ce sont les métiers du sport, effectivement. Vous l'avez très bien rappelé, aujourd'hui, parmi les entraîneurs nationaux, donc les entraîneurs, entraîneuses qui s'occupent des équipes de France, on n'a que 10% de femmes. Et ce pourcentage-là, il est stable depuis ces 30 dernières années. Donc là-dessus, on ne progresse pas. Hervé Renard à la tête de l'équipe de France de football, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous alors? D'un point de vue footballistique, je n'ai pas à me positionner là-dessus, je ne suis pas assez compétente. Par contre, d'un point de vue effectivement de l'image, aussi du symbole que représente la présence d'une femme à la direction d'une équipe nationale, non. Pour les jeunes filles notamment, et en matière d'identification, effectivement, le nom de Corinne Diacre et son rayonnement étaient importants pour les jeunes filles. Et alors, voilà, Hervé Renard est sans doute, je ne jugerai pas encore une fois, un très bon entraîneur, mais il est important à l'échelle des fédérations de penser ces équilibres et la représentation des femmes dans ces postes d'encadrement. C'est essentiel. Et justement, vous êtes en fac de STAPS. Est-ce qu'on forme assez de techniciennes du sport ? Alors aujourd'hui, en STAPS, on est nous-mêmes concernés par cette problématique des déséquilibres hommes-femmes. On a, depuis une vingtaine d'années, on a de moins en moins de filles qui s'engagent en STAPS. Donc il y a effectivement à l'interne une vraie culture à travailler pour attirer plus de jeunes filles. Et historiquement aussi, les questions d'égalité étaient peu investies, que ce soit en filière entraînement, en filière management ou en filière éducation et motricité, qui est celle qui prépare les enseignants de PS. Il y avait, jusqu'à aujourd'hui, quasiment pas d'heures de formation autour de ces questions-là. En fait, on continue à penser que former aux questions sportives,
voilà, on s'adresse à un individu soi-disant universel, mais qui en fait a un profil type. Hein. C'est un homme blanc, souvent issu des classes Les cours de bourgeoises et sport urbaines, au etc. collège, au lycée sont construits de manière sexiste. Les enseignants manquent de formation pour ne pas l'être. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une culture sexiste systématique. Par contre, il y a encore, malheureusement, une socialisation sexiste et qui se joue auprès de plusieurs agents et à plusieurs niveaux. Et donc, aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des actions volontaristes pour lutter effectivement. Ça se traduit comment en cours de sport ? Alors, en cours de sport, en cours d'éducation physique, hein, attention, parce que c'est un statut qui est important pour les enseignants. On est dans le cadre scolaire. Ça va se traduire, par exemple, aujourd'hui, par un enseignement qui est normalement mixte depuis une trentaine d'années, hein, depuis les années 80-90, avec des logiques de séparation à l'interne qui vont se jouer. C'est-à-dire les élèves vont avoir des comportements de renoncement à cette pratique en mixité. Si les enseignants ne sont pas formés, eh bien, ils vont laisser faire cette non-mixité s'installer. Et la non-mixité, c'est aussi une porte ouverte à la reproduction stéréotype sur l'infériorité d'un groupe par rapport à un autre. C'est la porte ouverte à des logiques de domination, de paternalisme ou autre. Et donc, ça, voilà, à l'échelle des élèves, on peut voir des comportements sexistes, homophobes, par exemple, qui ne sont pas forcément sanctionnés. À l'échelle de la relation entre l'enseignant et l'élève, ça peut être des interactions, par exemple, qui vont privilégier les garçons, ou qui vont avoir des messages plutôt techniques à l'intention des garçons, quand on a des messages motivationnels, allez les filles, c'est bien, à destination des filles. Ça peut être aussi une planification d'activités qui va être plutôt favorable aux garçons au regard de leur socialisation. Et enfin, c'est le grand sujet des barèmes différenciés en éducation physique qui continue et qui, parfois, sont très inéquitables à l'égard des filles les plus sportives ou à l'égard des garçons les moins sportifs. Et ça se traduit ensuite dans l'espace public, quand on regarde les terrains de sport de la ville. Je crois que vous avez travaillé sur ce sujet-là. Les terrains de sport qu'on voit un peu partout dans la ville sont occupés extrêmement majoritairement par des garçons. Oui, le Helvis a participé à une enquête sur les usages des terrains sportifs de proximité, effectivement, de la ville de Lyon. Mais ce type d'enquête, alors la ville de Lyon a décidé de le remettre en place là, cette année par rapport à ses propres terrains. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est important d'objectiver en fait ce qui se passe, que ce soit dans les structures sportives, en EPS ou dans les espaces libres. Donc la ville de Lyon a mis en place cette enquête et les résultats montrent que 90% du temps des usages de ces équipements de proximité sont occupés par des garçons, à 90% par des garçons. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer les terrains de foot et de basket et privilégier d'autres sports ? Non, mais il faut penser, il faut mettre en place une réflexion en fait pluridisciplinaire, c'est-à-dire impliquant des urbanistes, impliquant des sociologues, impliquant des éducateurs, pour effectivement construire à plusieurs niveaux un message de mixité et un message d'ouverture vers les jeunes filles. Il faut travailler par exemple la question des éclairages, la question de la mise en sécurité de ces espaces-là, la question de l'information au bénéfice de l'activité physique et sportive, et puis pourquoi pas, avec des temps ponctuels par des professionnels, travailler aussi en contact direct sur comment on peut pratiquer ensemble, quel intérêt on a à pratiquer ensemble, etc. Enfin, voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir là toutes les solutions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est s'il n'y a pas des acteurs de terrain, si on laisse faire, il y aura voilà. jamais de mixité. À un moment donné, le laisser-faire, c'est comme en EPS. On a cru que la mixité serait l'égalité. Aujourd'hui, on a 20 ans de recul en matière de recherche pour montrer que la mixité, c'est une étape importante, mais ce n'est pas suffisant. L'égalité, ça ne s'improvise pas, ça se construit, ça s'apprend. Et dans les usages, dans les terrains de proximité, il faut quand même aussi penser à un moment donné des formes d'encadrement pour accompagner tout ça. Juste un mot pour conclure sur les Jeux Olympiques. On nous annonce les premiers Jeux Olympiques paritaires. C'est important, c'est un enjeu ? Alors oui, c'est quand même à la fois une bonne nouvelle, parce que ça fait quand même depuis 1896 que les Jeux Olympiques ont été restaurés. Ça veut dire que ça fait près de 130 ans où il n'y avait pas cette parité entre les athlètes. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 130 ans, les femmes ont dû se battre pour accéder à l'arène olympique. Il ne faut pas oublier que c'est qu'en 1992 que les judokates, que les femmes qui pratiquaient du judo ont pu être dans l'arène olympique, que c'est qu'en 2014 que le saut à ski est arrivé aux Jeux de Sochi. Enfin, voilà. Donc c'est un processus quand même de lutte.
Donc c'est une bonne nouvelle de voir là enfin une Olympiade où il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes, et des femmes et des hommes dans toutes les disciplines. Pas encore dans toutes les épreuves sportives, mais dans toutes les disciplines. Pour autant, attention à ne pas regarder que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore cette parité-là. D'abord, il y aura des délégations qui auront des déséquilibres hommes-femmes importants. Il y aura des délégations avec plus de femmes, il y aura des délégations avec beaucoup moins de femmes. Il y aura des disciplines qui joueront le jeu de la parité et des disciplines qui n'y attacheront pas d'importance. Et puis surtout, il faudra regarder aussi tout ce qui va se passer en dehors de la compétition. Quelle est la place des femmes dans les instances dirigeantes du comité olympique et des différentes délégations, du comité d'organisation par exemple de nos Jeux? Quelle est la place des femmes aussi dans le staff technique, donc parmi les entraîneurs, comme on disait tout à l'heure, entraîneurs et entraîneuses nationales? Cécile Otogali Mazzacavello, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.